si le régime ne s'effondre pas, Donald Trump va se créer une obligation de contrôle et de surveillance de l'Iran, et donc une nouvelle forme d'enlisement. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent des bombardements visant l'Iran. Under the direct command of President Trump, the War Department unleashed this operation early Saturday morning. L'enjeu pour Donald Trump, c'est de rester dans le cadre d'une guerre courte, avec des résultats qu'on puisse montrer à l'opinion américaine. Gilles Paris est éditorialiste au Monde. Il a été correspondant à Jérusalem et Washington. Dans cette vidéo, il revient sur les moments clés de la relation entre les États-Unis et la République islamique d'Iran. Il nous explique pourquoi l'option d'une opération militaire d'ampleur a été écartée pendant près de 50 ans. Et à quoi s'attendre maintenant que Donald Trump a décidé d'y recourir. Pour que Donald Trump puisse vraiment proclamer la victoire, il faut que le régime iranien reconnaisse sa défaite. Pour l'instant, idéologiquement et même militairement, on n'y est pas du tout. En 1979, l'Iran est secoué par une révolution. Le régime du Shah, allié des États-Unis, est renversé. À sa place, une république islamique est instaurée. Son nouveau dirigeant, l'ayatollah Khomeini, entretient l'anti-américanisme d'une partie de la population. En novembre 1979, cette situation mène à un événement particulièrement marquant pour les États-Unis. Des nouvelles dramatiques nous viennent de Téhéran. Plus d'une cinquantaine de personnes de l'ambassade des États-Unis en Iran sont retenues en otage par des centaines d'étudiants et des gardiens de la révolution islamique. La révolution islamique, en 1979, elle prend par surprise les États-Unis, alors que ces derniers sortent d'une guerre interminable au Vietnam, qui les a laissés durablement traumatisés, et qui va donc, pendant des années, rendre très délicat le recours à la force militaire. Et c'est accentué pendant la prise d'otages. Le fait que 52 ressortissants américains soient retenus en otage à Téhéran, c'est quelque chose qui va marquer une génération. Donald Trump, qui a 36 ans à l'époque de la prise d'otages, est lui-même marqué par cette affaire. That this country sits back and allows a country such as Iran to hold our hostages, to my way of thinking, is a horror. Au point qu'il en parle au cours d'un entretien accordé non pas à un spécialiste des relations internationales, évidemment, à l'époque il n'est que promoteur immobilier, mais au cours de cet entretien où il parle immobilier, où il parle fortune, richesse, il parvient tout de même à glisser le sentiment d'humiliation que crée cette situation de prise d'otage et le manque de respect qui est ainsi ressenti par les Américains. C'est quelque chose qui va constituer une composante de sa psyché dès lors qu'il s'agit d'Iran. I don't think that Iran would have our hostages for 10 minutes. If they respected this country, I don't believe they would have our hostages for 10 minutes. En avril 1980, la situation s'envenime. Une opération secrète de sauvetage des otages tourne au fiasco. La nuit dernière, dans une zone presque désertique du territoire iranien, 2 appareils faisant partie du commando se sont télescopés au sol. Bilan, 8 morts, alors que le président Carter avait déjà annulé l'opération pour des raisons techniques. On n'en sait pas plus pour l'instant. Il y a le traumatisme de la prise d'otage et il y a en plus le traumatisme du ratage de l'opération visant à les libérer. Ce qui fait que pendant des années, il y aura une sorte de prévention à s'impliquer militairement contre l'Iran, à la fois du fait du passé vietnamien et du ratage de 1979. Les otages sont finalement libérés après l'élection de Ronald Reagan, au bout de 444 jours de détention. Après cet épisode de la prise d'otage, il y a une sorte de point mort des relations entre l'Iran et les États-Unis. D'une part parce que cette révolution est très vite suivie par l'agression irakienne contre l'Iran, qui ouvre une guerre de 8 ans qui sera très longue. À cette époque, les États-Unis, comme beaucoup de pays européens, vont soutenir l'Irak contre l'Iran, mais pas en première ligne. Les États-Unis développent une doctrine militaire qui lie vraiment l'usage, le recours à la force que lorsque les intérêts vitaux des États-Unis sont en jeu. Et pour l'Iran, ce qui peut marcher, c'est de l'endiguement. C'est-à-dire qu'un régime de sanctions très contraignant va finalement permettre de garder sous contrôle cette république islamique. Les administrations successives ont considéré que l'Iran est un État voyou
mais qu'il ne remet pas forcément en cause leurs intérêts vitaux. Et que le pays qui va le faire, en fait, ça ne sera pas l'Iran, ça sera à partir de la fin des années 80, l'Irak. La guerre au Proche-Orient. En moins de 6 heures, l'armée irakienne a envahi ce matin le Koweït. Ce petit pays très riche a été anéanti sans pouvoir opposer la moindre résistance. Après la guerre contre l'Iran, l'Irak envahit le Koweït et menace de déstabiliser toute la région. Il y a tout ce discours du régime iranien sur la possession d'armes de destruction massive, donc une menace qui concerne également Israël, un allié évidemment central des États-Unis. C'est pour ça que c'est sur l'Irak que va se concentrer la force militaire américaine pendant des années. Et ce qui préserve en quelque sorte l'Iran de la possibilité d'une offensive américaine. En janvier 1991, les États-Unis et leurs alliés lancent une offensive aérienne et terrestre sur l'Irak. Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. C'est le début de la première guerre du Golfe. This will not be another Vietnam. Dans les années qui suivent, les États-Unis maintiennent une pression militaire et économique sur le régime irakien. Et en 2003, l'armée américaine et l'armée britannique sont entrées dans le territoire irakien il y a 2 ou 3 heures maintenant. Par ailleurs, une nouvelle salve de bombardement a été observée à Bagdad et là encore, c'était Saddam Hussein et ses très proches qui ont été visés. ils s'engagent dans une nouvelle guerre dans le Golfe Persique. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. Juste avant l'intervention américaine en Irak, un groupe d'opposants iraniens va porter à la connaissance de la communauté internationale un peu ébahie l'existence d'un programme nucléaire beaucoup plus avancé qu'on ne le pensait. C'est-à-dire que l'Iran a toujours eu un programme nucléaire, y compris avant la révolution islamique, et on se rend compte que clandestinement, les Iraniens sont en train de mettre les bases d'un enrichissement à des niveaux qui, évidemment, ne concerne pas du nucléaire civil, mais du nucléaire militaire. Cette révélation va provoquer une sorte d'électrochoc. Et donc, l'État voyou par excellence, qui est encore l'Irak en 2000, 2002, 2003, eh bien, va progressivement devenir l'Iran. Autant le dossier irakien était vide, autant il existe aujourd'hui de fortes suspicions sur le programme nucléaire iranien. Jamais d'ailleurs le régime de Téhéran n'a fait mystère de son ambition de devenir une puissance nucléaire régionale, mais on vient tout simplement de découvrir qu'elle avait caché l'ampleur de son programme. La révélation du programme nucléaire iranien intervient alors que les États-Unis sont entrés dans une phase de changement de régime en Irak, qui va absorber l'essentiel de leur capacité militaire pendant des années. D'autant que cette opération tourne mal assez vite. C'est-à-dire que la décapitation du régime irakien va très vite, mais elle laisse un vide dans lequel s'engouffre un djihadisme qui va se développer pendant des années jusqu'à devenir l'État islamique au cours du deuxième mandat de Barack Obama. Donc cette dérive irakienne va finalement absorber l'essentiel des moyens américains. Donc il n'est pas question à ce moment-là d'ouvrir un second front en Iran. Les Américains n'en ont tout simplement pas la possibilité, d'autant qu'ils sont déjà engagés à l'époque aussi en Afghanistan, qui est un pays aussi frontalier de l'Iran. Senator Barack Obama of Illinois will be the next president of the United States. Lorsque Barack Obama arrive au pouvoir, son objectif, c'est de refermer la page de l'Irak, du fiasco irakien. Et dans son esprit, il ne s'agit pas de refermer la page de l'Irak pour ouvrir une page en Iran. Au contraire, sa stratégie, ça va être de parvenir à un accord avec le régime iranien pour encadrer ce programme nucléaire, pour qu'il ne constitue pas une menace considérable. The United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. Et donc cet accord nucléaire qui va être négocié laborieusement prévoit d'une part l'encadrement des activités nucléaires iraniennes en échange de la levée de sanctions internationales. Et le pari de l'administration Obama, c'est que la réintégration de l'Iran dans le concert des nations, avec la suppression des sanctions qui pèsent sur l'économie depuis des décennies, eh bien, va favoriser l'aile modérée au sein du régime et donc parvenir à faire baisser les tensions dans l'ensemble de la région.
Et cet accord doit permettre ce que veut faire absolument l'administration américaine, c'est de pivoter vers l'Asie. C'est en effet à ce moment-là que la plus grande menace pour les États-Unis apparaît de plus en plus être la Chine. Quelques mois plus tard, cette stratégie est bouleversée par l'arrivée de Donald Trump sur la scène politique. My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran. Durant la campagne, il promet de sortir de l'accord iranien et en 2018, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Le mépris que porte Donald Trump à Barack Obama lui faisait penser que lui serait capable, par son talent de négociateur, de parvenir à un résultat qui serait bien plus satisfaisant. Et en fait, il a échoué, parce que, encore une fois, sortir d'un accord, c'est un peu un fusil à un coup. Une fois qu'on sape la crédibilité de la parole donnée et de la signature sur un document, c'est difficile après de convaincre la partie adverse de revenir dans une négociation pour parvenir à un autre résultat. Et pendant les 2 années de la fin de son premier mandat, les négociations avec les Iraniens n'ont pas abouti. I don't think you can do anything, and I don't think you're going to be successful unless they respect you. And they have no respect for our president, and they have no respect for our country right now. Mais il est hors de question pour lui d'avoir comme perspective la réouverture d'un front au Moyen-Orient. Et donc, le recours à la guerre n'est pas possible. Il faut se rappeler qu'à l'époque, l'opinion américaine est profondément marquée, traumatisée par cet enlisement en Irak, et que Donald Trump va d'ailleurs bâtir une partie de sa carrière politique sur la dénonciation de l'aventurisme des administrations précédentes au Moyen-Orient. Et lui va arriver en disant que jamais, au grand jamais, lui engagera militairement les États-Unis au Moyen-Orient. I'm the most militaristic person in this room, but you have to know when to use it. Il n'écarte pas des frappes ponctuelles, c'est-à-dire que c'est en janvier 2020 qu'il prend la décision de l'élimination du responsable des opérations extérieures des gardiens de la Révolution à Bagdad, Qassem Soleimani. Il faut rappeler d'ailleurs à cette occasion que lorsque les Iraniens disent qu'ils vont le venger, Trump dit tout de suite, si vous lancez une opération contre nous, nous on frappera 52 sites. Et pourquoi 52 sites ? Parce que c'est le nombre d'otages américains retenus à l'ambassade après la révolution islamique. Donc c'est ce qui montre la persistance de ce traumatisme de 79 pour quelqu'un de la génération de Donald Trump. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. En 2025, Trump est réélu. Encore une fois, il s'est présenté comme un président non interventionniste. And I am the only candidate who can make this promise to you. I will prevent World War III. And we're very close to World War III. Ce qui est intéressant dans la première année du second mandat de Donald Trump, c'est la transformation du président de la paix en président de la guerre. Il essaie, dans un premier temps, de renouer un dialogue diplomatique avec les Iraniens, alors que les 2 premières confrontations historiques directes entre Israël et le régime iranien sont intervenues en avril et en octobre 2024, et à chaque fois, ces interventions ont tourné à l'avantage d'Israël. Elles ont montré, finalement, la faiblesse militaire du régime iranien. Et lorsque le 3e cycle de confrontation directe entre Israël et l'Iran commence en juin 2025, il est maintenant question de mettre fin au programme nucléaire iranien. L'armée israélienne lance l'offensive et devant les résultats israéliens, Trump va en fait monter à bord de cette opération et au bout de 12 jours déclarer que c'est un triomphe et que le programme nucléaire iranien a été anéanti. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. Et ça va être la ligne officielle de l'administration américaine, au point que dans la stratégie de sécurité nationale publiée en décembre, l'Iran est mentionné justement pour dire que grâce à l'opération de juin 2025,
l'Iran ne constitue plus une menace majeure pour la région. Ce qui rend vraiment étonnante l'intervention américaine 2 mois plus tard, en février. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent des bombardements visant l'Iran. Dans les jours qui suivent, l'Iran riposte et les frappes israélo-américaines se poursuivent, ouvrant une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Pour comprendre ce revirement américain, il faut prendre en compte 2 éléments. Il y a d'une part la réestimation des résultats de l'offensive de juin de 2025. C'est-à-dire que contrairement à ce que proclamait Donald Trump juste après, le programme a été vraiment très, très, très endommagé, mais il n'a pas été anéanti. Et que donc il reste notamment un stock d'uranium enrichi à 60%, dont on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et donc il faudrait remettre la main sur ce stock-là. Et puis il y a un savoir-faire iranien qui a été développé pendant des décennies, et ce savoir-faire existe toujours. Ça, c'est un point qui explique que finalement, l'ombre nucléaire plane toujours dans le discours israélien. Il y a aussi, si on reste du point de vue militaire, les capacités balistiques iraniennes qui sont importantes et avec un discours officiel américain qui est que ces capacités balistiques sont en train d'être reconstituées et donc présentent une menace. Ça, c'est l'aspect militaire. Le deuxième point important, c'est ce qui se passe en Iran. À partir du 28 décembre, c'est-à-dire le soulèvement iranien qui part du bazar de Téhéran et qui entraîne la répression la plus sanglante jamais exercée par le régime, un bain de sang. On n'arrive toujours pas à chiffrer le nombre de victimes, mais ça provoque un traumatisme très important. Et donc cet ensemble auquel s'ajoute le constat d'un affaiblissement militaire iranien qui a été mis en évidence lors des 2 crises avec Israël en avril 2024 et octobre 2024, finalement donne à Donald Trump le sentiment qu'une guerre est possible, qu'elle est gagnable et qu'il en tirera un grand bénéfice. C'est ce qui le pousse à se lancer dans cette aventure. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. En dépit du résultat incontestable qu'a constitué l'assassinat d'Ali Khamenei, on n'a toujours pas de la part de l'administration américaine l'expression claire d'objectifs de guerre. À part un communiqué enregistré dans la nuit par Donald Trump, il y a une sorte de silence radio. C'est-à-dire que le dimanche qui suit, qui est le jour des émissions politiques américaines, où, en général, l'administration en profite pour présenter un récit de ce qui est en cours, des objectifs. Et là, on a, à la grande surprise, personne qui vient expliquer ce qui est en cours. Ce qui montre qu'il y a une part d'improvisation et que les buts de guerre ne sont pas très définis. Ce qui, évidemment, complique la proclamation de victoire, parce que si on ne dit pas très clairement ce qu'on veut obtenir, c'est difficile de dire « ça y est, on a obtenu quelque chose ». On a obtenu ce que l'on voulait et donc on a gagné. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. But it's a great display of military strength. Lorsque Donald Trump évoque brièvement la question des otages américains lors de l'entretien qu'il donne en octobre 1980, il insiste sur le manque de respect, sur la faiblesse que ça témoigne. Et Donald Trump aime au contraire véhiculer l'idée de la force. Et l'opération en Iran, c'est aussi l'image de la force qui est projetée. Avec quand même un écueil, c'est qu'il brise la promesse faite de ne pas engager les États-Unis dans des aventures au Moyen-Orient, ce qui provoque une tension avec une partie de sa base, MAGA, qui est très, très hostile aux interventions extérieures, et surtout hostile aux interventions qui ne visent pas à défendre les intérêts vitaux des États-Unis. C'est-à-dire qu'une partie de la base MAGA, après l'opération de juin 2025, dit en fait les États-Unis font la guerre d'Israël. Ils ne font pas la guerre pour leurs intérêts. Et cette critique ne peut que monter si la guerre s'enlise avec l'Iran. Le problème, c'est que si le régime ne s'effondre pas, Donald Trump va se créer une obligation de contrôle et de surveillance de l'Iran, et donc une nouvelle forme d'enlisement, encore une fois, si le régime résiste aux frappes qui se succèdent depuis le 28 février.